Hola, buenos días, épisode 5. Je sais pas vous, mais moi je suis super excité. Et pourquoi je parle espagnol? Peut-être parce qu'on va parler de deux matchs historiques de l'équipe de France qui se sont joués à Séville et à Guadalajara. Donc voilà, c'est pour ça que je suis super excité. Pas une seconde à perdre, il y a beaucoup à dire dans cet épisode. On est parti pour l'épisode 5. Semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Diego Fontaine. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Voilà, oui, oui, oui. Oui, en retrait pour Giresse, C'est peut-être pour représenter qui prend, au maximum, peut-être. C'est parti. Une minute, un maillot. Évidemment, vous connaissez le concept. Aujourd'hui, maillot du PSG 2010, floqué évidemment de notre numéro 9 de l'époque, Guillaume Waro, un joueur que j'apprécie énormément. Pourquoi j'ai choisi ce maillot pour cet épisode? Dans l'épisode précédent, j'avais le maillot des Verts de l'équipe préférée de mon père. Et donc aujourd'hui, le PSG, mon équipe de cœur évidemment, vous l'avez compris. Également parce que dans cette vidéo on va parler de grands joueurs qui ont porté ce maillot du PSG comme Luis Hernandez, Dominique Rocheteau, Dominique Battenet également. Et puis donc d'où vient ce maillot? On me l'a offert au lycée, un groupe d'amis, donc ça me tient vraiment à cœur. Je les remercie s'ils me regardent et j'oublierai pas, c'est des cadeaux qui me tiennent à cœur. C'est parti pour l'épisode 5, je vous l'ai dit, on n'a pas une seconde à perdre. Une date à noter dans vos agendas et surtout à ne pas oublier, nous sommes le 27 mars 1976. On l'a vu dans la fin du dernier épisode, la France ne s'est pas qualifiée pour l'Euro. On a viré l'ancien sélectionneur étranger, donc Stéphane Kovac, pour le remplacer par une nouvelle personne à retenir, Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, c'est un coach avec des idées très offensives qui va installer un 4-3-3 avec des milieux très techniques. Je vous donne un petit peu un passage de sa première interview qu'il a accordé aux journalistes que je trouve assez forte. Donc il dit tout simplement: je n'ai jamais parlé à mes joueurs de résultats, jamais. Je leur ai toujours dit de penser au jeu, les résultats viennent après d'eux-mêmes. Je trouve que c'est une phrase assez forte, surtout dans ce contexte où la France a raté pas mal de compétitions, mais il prône vraiment un jeu offensif, de possession, et on va voir par la suite que ça va porter ses fruits. Donc ce 27 mars 1976, c'est son premier match à la tête de l'équipe de France, et il va lancer un petit jeune dont on va peut-être parler par la suite d'ailleurs, un petit jeune, un franco-italien, Michel Platini, numéro 10 de l'AS Nancy-Lorraine. Dans le premier match que dispute Michel Platini, évidemment, premier but sur coup franc. Combien de coups francs va-t-il marquer avec l'équipe de France? C'est une question que je vous pose, mais c'est un nombre assez impressionnant, et donc des débuts très réussis pour ce jeune Lorrain, Michel Platini, un nom qui vous parle et que vous allez pas mal entendre durant cette vidéo. Et nous arrivons fin 76, du coup en octobre. C'est un match qui va surtout marquer l'histoire des commentaires de l'équipe de France avec une phrase qui restera célèbre. Donc en fait on est au mois d'octobre et la France va disputer en Bulgarie un match couperé pour la qualification de la Coupe du Monde 78. Et la France domine complètement ce match, mais le score final sera de 2-2. Et avec un arbitre, Monsieur Foot, qui réalisera une performance assez désastreuse. Thierry Roland, qui commentait ce match à l'époque, lâchera cette fameuse phrase qui restera célèbre: Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Donc c'est une phrase qui va rester célèbre et qui aura de fortes conséquences, avec Thierry Roland qui a dû s'excuser, etc., etc. Mais Monsieur Foot reconnaîtra dans une interview plus tard que tout simplement son arbitrage avait été faussé car il avait tout simplement eu peur pour sa sécurité. Donc ça reste un match mythique dans ce sens-là pour l'équipe de France. On passe en 77 et deux matchs qui vont compter dans cette nouvelle équipe de France, dirons-nous. Un match diffusé en prime time, donc il n'y en a pas énormément comme je l'ai répété souvent à l'époque à la télé. C'est un match au Maracana contre le Brésil, le grand Brésil. La France va être menée 2-0. Mais toujours en respectant les idées de jeu de Michel Hidalgo, va revenir au score 2 buts partout. Et c'est vraiment un match extraordinaire. Les supporters du Maracana vont vraiment apprécier voir un match d'une telle qualité et surtout voir des Français à ce niveau-là. À la fin du match, certains encouragements brésiliens crieront França, França,
pour encourager et reconnaître la performance de cette équipe de France. C'est un match qui va souder toute cette équipe et qui l'emportera vers les sommets comme nous le verrons après. Donc c'est un match vraiment important, ce 2-2 au Maracana, et revenir au score au Maracana, c'est une performance que les Français font. Et juste après, plus tard dans l'année 77, la France va se qualifier contre la Bulgarie, 3-1, et donc se qualifie pour la Coupe du Monde 78. On passe à l'année 78, donc juste avant de commencer à parler de cette Coupe du Monde, on revient sur 2 matchs qui se sont déroulés un peu avant. On revient sur un 2-2 entre la France et l'Italie, avec évidemment 2 buts de Michel Platini sur coup franc face au gardien Dino Zoff. Donc c'est une performance assez remarquable et remarquée, dirons-nous. Et juste avant la Coupe du Monde, un match encore très important, 77, France-Brésil, en France cette fois-ci, et la France bat pour la première fois en match officiel le Brésil, 1-0, but sur coup franc de Michel Platini, évidemment. La France est lancée sûrement vers une belle Coupe du Monde 78, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Cette Coupe du Monde 78 se déroule en Uruguay. Malheureusement, la France va hériter d'un groupe très difficile, et surtout notamment au niveau de la disposition des matchs. Défaite 2-1 d'entrée face à l'Italie, et tout de suite après, défaite 2-1 contre l'Argentine qui gagnera la compétition cette Coupe du Monde avec un certain Maradona. Mais donc du coup, 2 matchs difficiles, on parlera de manque d'expérience. C'est une nouvelle équipe de France qui continue d'apprendre et de suivre à la lettre les consignes de jeu de Michel Hidalgo, qui sont de jouer au ballon, d'être joueuse. Donc malheureusement, ce manque d'expérience va se faire ressentir contre l'Italie et contre l'Argentine. Donc la France est éliminée après 2 matchs de poule et va jouer son dernier match de poule sans enjeu vu que l'autre équipe est aussi éliminée. Mais c'est un match qui va rester historique et je vais vous expliquer pourquoi. Ce dernier match se joue contre la Hongrie. Les 2 équipes sont déjà éliminées et quand la France arrive, quand les 2 équipes vont rentrer sur la pelouse, dans le tunnel, ils se rendent compte tous les deux qu'ils vont jouer en blanc. Donc impossible de discerner les 2 équipes. Du coup, ça crée un petit peu une polémique d'avant-match. L'arbitre ne sait pas s'il doit commencer ou pas le match et c'est l'équipe de France qui doit changer de maillot. Ouais, mais l'intendant de l'équipe de France n'avait pas pris le 2e jeu de maillot, le maillot bleu. Donc ça crée vraiment on ne sait pas quoi faire autour de ce match, etc. etc. La Hongrie propose même que la France joue avec son maillot extérieur, donc en rouge, mais finalement le gardien hongrois joue déjà en rouge, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui va se passer ? Le président d'un tout petit club voisin du stade et qui s'appelle le Kimberley FC, qui joue dans des divisions inférieures uruguayennes, va proposer aux Bleus de jouer avec son maillot, un maillot rayé blanc et vert, donc des couleurs totalement différentes à l'équipe de France. Mais c'est dans ce contexte que la France va réaliser un bon match, 3-1, maîtrisé, et finira cette Coupe du Monde mitigée, mais sur un match historique, car c'est la première fois que la France va jouer avec un maillot, le maillot d'un club du Kimberley FC. Voilà pour la petite anecdote. En 79, la France joue des matchs de qualification pour l'Euro 80. Malheureusement, la France est assez mal engagée dans son groupe, et surtout va jouer un match contre la Tchécoslovaquie et le perdre, 2-1. Mais qu'est-ce qui restera historique dans ce match ? C'est évidemment le but sur un penalty tiré d'une manière jamais vue. Donc ce penalty est tiré en forme de petite louche qui trompera le gardien. Et ce joueur-là était Anton Panenka. Évidemment, aujourd'hui, quand on tire ce genre de penalty, on tire une Panenka. Donc le geste portera le nom de ce buteur. Et donc il éliminera la France des qualifications de l'Euro 1980. Donc la France est éliminée de cet Euro 80 qui se jouera en Italie et qui sera remportée par la RDA, donc l'Allemagne. 1981, et on va parler enfin du titre de mon épisode et ce qui va être le fil rouge de maintenant jusqu'à la fin de l'épisode, le carré magique. En 1981, on joue les qualifications pour la Coupe du Monde 1982. La France a hérité d'un groupe très difficile, les Pays-Bas entre autres et la Belgique. Pour se qualifier à cette Coupe du Monde, la France doit battre les Pays-Bas, qui à l'époque est une énorme équipe, au Parc des Princes. Michel Hidalgo est sur un siège éjectable. Après une Coupe du Monde 78, on l'a vu un petit peu manqué par l'expérience, par tout ce que vous voulez, sa non-participation à l'Euro 80, Michel Hidalgo a un certain coup de pression. Mais celui-ci ne va pas déroger à ces règles et va pour la première fois installer un milieu de terrain avec 3 numéros 10. Je ne sais pas si vous imaginez un match que vous devez gagner à domicile et vous allez mettre en place une équipe joueuse avec 3 numéros 10. Ces 3 numéros 10 sont Platini, Giresse et Gengini. Évidemment devant 3 attaquants. Donc vous imaginez un petit peu comment cette équipe est offensive, mais tout va bien se passer. L'équipe de France va gagner 2-0 et c'est
le début de ce qu'on appelle le carré magique, qui n'est pas encore un carré, mais déjà un milieu à 3 très technique avec 3 numéros 10. Je ne sais pas si on a vu ça, c'est assez novateur entre guillemets, et c'est assez extraordinaire et c'est notable. Du coup, la France gagne 2-0 contre le Pays-Bas, qui va marquer sur coup franc, évidemment Michel Platini, et va valider son billet pour l'Espagne et cette Coupe du Monde 82. La Coupe du Monde 82 se déroule en Espagne. Un format un peu spécial. Tout d'abord, un peu comme au handball ou au basketball, une première phase de groupe qui vous qualifie vers une deuxième phase de groupe, et juste après vers des demi-finales. La première phase de groupe est assez mitigée pour l'équipe de France, mais l'important est assurer la qualification. Une défaite au premier match contre l'Argentine, 3-1, ça peut arriver. Le deuxième match est une victoire 4-1 contre le Koweït, mais ce match est marqué par un fait de jeu assez surprenant. En fin de match, le Tchèque koweïtien, donc le dirigeant du pays koweïtien, va descendre sur la pelouse pour montrer à l'arbitre que celui-ci a validé, et parler à l'arbitre pour lui dire qu'il a validé un but qui n'était pas valide de Alain Giresse. Et l'arbitre va annuler ce but, et ça créera une certaine polémique. Michel Hidalgo, l'entraîneur français qui était d'habitude très calme, monta dans les tours, car il ne trouvait pas ça correct qu'un dirigeant de pays puisse rentrer sur la pelouse et demander à l'arbitre d'annuler un but. Il n'a pas ce pouvoir. Le but sera annulé, mais la France gagnera quand même 4-1. La France joue son troisième match de qualification contre la Tchécoslovaquie, 1-1, mais Amoros dégagera sur sa ligne de la tête une occasion à la dernière minute de la Tchécoslovaquie. Les Français ont eu chaud, mais ont assuré l'essentiel, se qualifier pour le second tour, surtout qu'ils ont eu la chance de tomber dans un second groupe très abordable. Le premier match est l'Autriche. Michel Platini est laissé au repos, et Jean Tigana, qui rongeait son frein sur le banc de touche, va être titulaire et réaliser un match assez extraordinaire. Le score final de cette rencontre sera 1-0. Mais Michel Hidalgo est assez embêté car le prochain match est contre l'Irlande du Nord, mais Tigana vient de réaliser un match assez extraordinaire et il est difficile de le sortir du 11, des titulaires. C'est contre l'Irlande du Nord qu'on va pour la première fois voir ce carré magique, le titre de notre vidéo, avec toujours Gengini, Giresse, Platini et donc Tigana. Donc il faut imaginer que ces 4 milieux sont quand même à vocation offensive, et Tigana un degré moindre, mais aujourd'hui ça serait un box-to-box en Angleterre, donc un numéro 8 très offensif, et les 3 autres sont des numéros 10. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui mettre en place un 4-4-2 avec 4 milieux d'une telle technique et d'une telle vocation offensive. Et ce match restera dans les annales, car la France va s'imposer 4-1 contre l'Irlande du Nord. C'est un récital, les 4 milieux, toute la philosophie de Michel Hidalgo est appliquée entre guillemets avec un milieu technique qui va garder le ballon avec des actions extraordinaires et une circulation fluide. La France s'impose 4-1 et direction les demi-finales. Les demi-finales à Séville contre l'Allemagne. Que dire de ce match ? Pour la petite histoire, c'est ce match-là qui m'a donné envie d'écrire toute la série que je suis en train de faire. Donc c'est vous montrer un petit peu l'importance de ce match. France-Allemagne 82, Séville, stade Sanchez-Pizjuán, excusez-moi, je ne le prononce pas extraordinairement bien. Il faut bien comprendre que l'Allemagne à cette époque est la meilleure équipe du monde, sûrement. Peut-être pas la plus belle à avoir joué, mais avec une telle tactique et surtout une rigueur défensive, des joueurs costauds, athlétiques. Et donc s'affronte à elle, l'équipe de France, joueuse, avec des gabarits un peu plus petits, Giresse, Tigana, Gengini, Platini. C'est pas les plus costauds, mais peut-être les plus techniques. Et donc dans cette opposition de style, on va assister au match peut-être le plus marquant de cette équipe de France. Pourquoi marquant ? Tout simplement parce que l'Allemagne va marquer le premier but. Et la France va, après ce premier but, prendre la totale possession du ballon et vraiment imposer son jeu. Revenir à un partout. Dominer. Et puis arrive... dans cette seconde période, l'attentat de Schumacher, le gardien allemand qui depuis le début du match était très bizarre dans ses interventions, qui à chaque fois laissait traîner un coude ou un pied sur les joueurs français qui venaient essayer de le défier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vous mets l'image, mais il va mettre sa hanche sur une sortie kamikaze dans la tête de Battiston, et Battiston qui va s'écrouler, et c'est une image forte. Et l'arbitre ne va même pas sortir de carton jaune
Et même pas, je ne crois qu'il ne sanctionnera même pas la faute, il sifflera une remise en jeu du gardien, car Battiston avait eu le temps, essayer de tirer et la mettre à côté du but, mais ça reste une action d'une polémique vive. Reparlez-en à vos parents, vous verrez ce qu'ils vous diront de cette action Battiston contre Schumacher et cet attentat de Schumacher. Le match se poursuit. À la dernière minute, Amoros va faire une frappe extraordinaire sur la barre transversale. Les Allemands sont prévenus et donc les prolongations commencent. Et Marius Trésor va marquer un superbe but, 2-1. Et Giresse, donc c'est une vidéo qui est dans mon générique, marque le but du 3-1. À ce moment-là, la France pense qu'elle est qualifiée, menait 3-1 en prolongation d'une demi-finale de Coupe du Monde. Pour eux, la qualification était atteinte. Et peut-être par excès de confiance, ou alors toujours en suivant cette philosophie, au lieu de fermer le jeu, la France va continuer à jouer. Et malheureusement, l'Allemagne fait rentrer Rummenigge, l'un de ses meilleurs buteurs qui était resté sur le banc de touche, qui a été un peu blessé. Il rentre, il marque, 3-2. Et sur le dernier but, la France qui joue encore et qui, sur des décisions arbitrales, si vous revoyez cette action, la France va perdre 2 fois le ballon, mais sur des fautes assez dures de l'équipe allemande. Mais l'arbitre laisse jouer et malheureusement au bout de l'action, l'Allemagne va égaliser 3-3. On se dirige vers les tirs au but. Et dans ces tirs au but, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, l'Allemagne va s'imposer. Et ce match reste comme un traumatisme pour toute une génération. La France qui se voyait éliminer l'Allemagne en demi-finale de Coupe du Monde, qui les avait dominés dans le jeu, qui se voyait déjà en finale contre l'Italie après avoir mené 3-1 et qui va perdre de tirs au but, avec en plus cette décision arbitrale sur Schumacher et d'autres décisions très polémiques. C'est un match qui restera dans les annales du football français. Vraiment, c'est un match marquant. Il faut que l'équipe de France se remette de ce traumatisme, un traumatisme de toute une génération, le traumatisme de Séville 82. Mais la France va assez bien s'en remettre, surtout que l'Euro 84 se joue en France, donc elle est qualifiée directement. Mais entre 82 et 84, sur tous les matchs amicaux, elle va dominer le jeu maintenant et se met en place. Beaucoup d'observateurs admirent ce carré magique, ce milieu de terrain et cette équipe qui joue vraiment avec une technique folle. Platini au sommet de son art. Et donc on arrive à l'Euro 84 qui se déroule en France. Premier match, et évidemment première victoire contre le Danemark, 1-0, but 2, Platini, qui d'autre, voilà, encore lui. Deuxième match, et nous allons assister à la deuxième version, si je puis dire la troisième pour certains, du carré magique. Le carré magique va être un petit peu chamboulé car un petit Parisien, tiens, c'est pour ça que j'ai mis le maillot, un petit Parisien qui s'appelle Luis Fernandez, qui vient un peu bousculer la hiérarchie, et qui va remplacer Bernard Giangini dans ce carré magique. Donc le carré magique est toujours composé de Giresse, Tigana, Platini et maintenant de Luis Fernandez. Il arrivait aussi que Giangini fasse partie de reste dans ce carré magique, et dans ces moments-là, Luis Fernandez pouvait également être décalé arrière droit, un rôle qu'il remplissait totalement très bien également. Donc dans ce deuxième match, Luis Fernandez joue dans ce carré magique. C'est un match contre la Belgique et c'est tout simplement un récital. La France va gagné 5-0. C'est un récital tout simplement. Les gens qui ont pu assister à ce match parlent, ou qui ont pu le regarder, toujours d'une équipe d'une telle maîtrise, capable de coups d'éclat, avec des actions d'une grande classe et vraiment un milieu qui gardait le ballon. C'était vraiment apparemment beau à voir, entre guillemets, vraiment, vraiment. Si je souligne, c'est que de tous les avis, opinions que j'ai pu lire à droite et à gauche ou entendre, c'était vraiment une équipe qui jouait au ballon. Deux victoires en 2 matchs, la France est qualifiée, mais il reste un dernier match de poule à jouer, la Yougoslavie, victoire 3-2 et triplé de Michel Platini, encore lui. La France en demi-finale va affronter le Portugal. Mon père me dit souvent que c'est peut-être le match le plus important de cet Euro, vous le verrez par la suite, mais c'est un match qui va compter encore une fois dans cette histoire de l'équipe de France. C'est une demi-finale à Marseille, et la France va la remporter 3-2 après avoir été menée 2-1. Platini dira après le match que sans Séville, il n'y aurait peut-être pas eu cette remontée contre le Portugal. C'est un match clé qui qualifie la France en finale au Parc des Princes contre l'Espagne. Et l'équipe de France va gagner 2-0 avec un coup franc de Platini sur évidemment Arconada qui relâche le ballon sous son épaule. Cette vidéo est également dans mon générique. La France gagne son premier titre majeur, un Euro de football chez elle. Comme le dit Didier Roustan également souvent dans ses vidéos, à cette époque-là, les autres sports collectifs ne sont pas aussi forts qu'aujourd'hui. Et donc c'est le premier titre
important de cette équipe de France de football, mais également d'une équipe de France de sport collectif. Donc ça va marquer un petit peu tout simplement le sport français, victoire de l'équipe de France au Parc des Princes et premier titre pour cette génération emmenée par Platini et ce carré magique. Dans la lignée de ce titre de l'Euro 84, va se dérouler les JO dans le même été. Et vous savez, comme aujourd'hui, que l'équipe de France de football qui va aux JO est souvent l'équipe jeune, des moins de 21 ans. Mais dans cette euphorie et du premier titre européen, donc de l'Euro 84 des Français, cette jeune équipe de France va gagner le titre des JO 84 de football et s'imposer en finale contre le Brésil. Dans cette jeune équipe, on retrouvera certains noms tels José Touré qui est encore jeune et qui ne jouera pas beaucoup de minutes, mais voilà, cette équipe va gagner un deuxième titre dans un même été. Il faut bien imaginer là toute l'euphorie qu'il y a autour de cette équipe de France et surtout le football en France. Sur cette année 1984, il faut bien comprendre que la France va disputer 14 matchs officiels et gagner les 14. Donc la France est vraiment dans une forme olympique, on peut le dire. Et dans les trophées de fin d'année, dans les trophées individuels, elle sera récompensée car Platini va gagner le deuxième ballon d'or français. Après Copa en 58, Platini gagne en 84 ce ballon d'or. Et sur le podium, mais cette fois-ci à la deuxième place, il y aura Jean Tigana. Donc en 58, Copa était premier, Juste Fontaine troisième. En 84, Platini premier, Tigana deuxième. Je ne sais pas si dans l'histoire du ballon d'or, il y a eu beaucoup de doublettes d'une même nationalité. C'est à noter et il faut réaliser l'exploit et l'aura qu'a cette équipe de France à ce moment-là. Deux dates clés à retenir en 85, qui est une année passerelle, dirons-nous, vers la Coupe du Monde 86. Pour justement se qualifier à la Coupe du Monde 86, la France va devoir jouer un match couperé en Yougoslavie. Score final 0-0. Mais Michel Platini et Henri Michel insisteront bien après le match que c'est la première fois que ce carré magique, que cette équipe de France joueuse va réussir à durcir le jeu, à serrer les lignes et à aller chercher un match nul en Yougoslavie qui n'est jamais évident. Et donc on assiste peut-être à une évolution du carré magique de l'équipe de France. Deuxième date clé à retenir, c'est la première fois que se déroule une Copa intercontinentale, donc peut-être l'ancêtre de la Coupe des Confédérations. Le vainqueur de la Coupe d'Europe, donc la France en 84, va jouer contre le vainqueur de la Copa América, l'Uruguay. Et dans ce match qui se déroule au Parc des Princes, l'équipe de France va gagner 2-0 avec un sublime but de José Touré, le Nantais. Mon père me dit souvent, petite anecdote, que José Touré aurait pu être un super joueur s'il avait peut-être été plus sérieux dans le football ou qu'il avait fait peut-être des meilleurs choix de carrière. Mais retenez bien ce nom, José Touré, qui était un super joueur. 86, Mexico, évidemment, l'année de la Coupe du Monde au Mexique. La France est qualifiée, arrive peut-être avec une des meilleures équipes du monde, sûrement. Donc une demi-finale en 82, un Euro remporté en 84, une Copa intercontinentale en 85. La France est au sommet de son art et au sommet de son jeu, avec toujours ce carré magique et des joueurs qui se connaissent par cœur et avec un jeu léché. La phase de groupe est maîtrisée, victoire contre le Canada 1-0. Deuxième match, c'est un match nul contre l'URSS 1-1. Et le troisième match sera gagné 3-1 contre la Hongrie. La France passe en huitième de finale et va affronter un gros morceau, l'Italie. Mais dans un match totalement maîtrisé, un Michel Platini au sommet de son art, lui, joueur de la Juventus, qui va éclairer cette rencontre 2-0 avec des superbes buts de Amoros et Tigana dans des percées centrales. Je vous retranscris un petit peu les commentaires d'un journaliste de la BBC qui dit en anglais The taste of wine, it's fucking delicious, pour dire un petit peu que d'une certaine image, le goût du bon vin français c'est délicieux, pour dire que cette équipe de France est vraiment agréable à voir jouer. Dans les tribunes de Mexico, évidemment, des França qui retentissent de partout parce que l'équipe de France est vraiment agréable à voir jouer et resplendit sur cette rencontre. 2-0 contre l'Italie. On se dirige en quart de finale et on va affronter le Brésil. Quart de finale de Coupe du Monde, Guadalajara, France-Brésil, Coupe du Monde au Mexique. Certains le définissent comme le match du siècle, l'un des plus hauts matchs de l'équipe de France de tous les temps. 22 artistes sur le terrain, le ballon ne sort. Si vous avez l'occasion de revoir le match, le ballon ne sort pas. Deux équipes qui jouent au football, c'est une partie vraiment extraordinaire. Le Brésil va marquer le premier but, la France égalisera et s'imposera cette fois-ci au tir au but, contrairement à 4 ans auparavant contre l'Allemagne. Mais ce qui ressortira de ce match est un réel spectacle.
Les deux équipes vont marquer la compétition par ce match fabuleux. Deux équipes d'artistes, et donc la France avec Platini, son carré magique, et de l'autre côté le Brésil avec Socrates, une équipe magnifique. C'est vraiment un beau match, si vous avez l'occasion de le voir, je vous invite à le faire. En demi-finale, comme on se retrouve, l'Allemagne qui nous avait éliminés à 4 ans. La France va perdre ce match 2-0. Cette fois-ci, pas de décision litigieuse, pas de débat. L'Allemagne était plus forte. Plus forte pourquoi? Parce que la France tout simplement avait laissé toutes ses forces dans la bataille contre l'Italie et contre le Brésil en prolongation. La France est arrivée fatiguée, Platini était fatigué. Défaite contre l'Allemagne. La France perd cette demi-finale et va donc jouer un match pour la 3e place contre la Belgique. Un match où le sélectionneur fera tourner et fera jouer beaucoup de remplaçants. Un match gagné 4-2. La France se classe donc 3e de cette Coupe du Monde. Le vainqueur sera évidemment l'Argentine d'un certain Maradona. Hein. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai appris énormément en faisant mes recherches et en tournant cette vidéo, et je pense que ça va vous apprendre aussi énormément sur une génération qui a marqué le foot français et la génération de nos parents. C'est pour cela qu'il nous parle autant de Platini, de Giresse, de Tigana, d'une génération de Rocheteau, d'une génération qui a marqué vraiment les esprits, mais surtout au niveau du jeu. Et je vous invite aussi à, si vous le pouvez, je fais pas de placement de produit, hein, mais donc du coup à acheter le dernier SoFoot où il y a un spécial document sur le carré magique et la trace qu'a laissé ce carré magique à travers le monde. Et j'aimerais vous citer juste 2-3 passages, je vais pas tout vous dire si vous l'achetez ou si vous l'avez déjà lu, mais 2-3 passages qui montrent bien l'empreinte qu'a laissé ce carré magique. Donc 2-3 citations qui m'ont marqué. Eusebio Sacristian, un joueur de la Dream Team barcelonaise de Johan Cruyff et adjoint plus tard de Rijkaard et Guardiola. Donc je cite: la Dream Team et la France d'Hidalgo étaient deux équipes où l'intelligence et la technique prévalaient sur tout le reste. Un autre entraîneur sud-américain qui s'appelle Juan Manuel Lillo, qui est un mentor de Pep Guardiola, juste ça, donc ouvrez les guillemets. Cette sélection, tout comme celle du Brésil, a réussi à faire en sorte que l'on parle davantage d'elle que le vainqueur. Platini, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Avec Giresse, c'était les Xavi Iniesta de l'époque. Et il déclara aussi dans la fin de cette interview: c'est la meilleure sélection que j'ai pu voir de ma vie. Ariel Hollande, un autre coach très fameux en Amérique du Sud, qui dira, lui, dans cette interview: l'héritage du carré magique est similaire à celui du football total. Je trouve qu'on n'a pas assez appris à notre génération que ce carré magique et cette génération d'équipe de France a influencé le football moderne, le football du FC Barcelone, et que certains comparent l'héritage du carré magique au même titre que le football total de l'Ajax, et duquel on a beaucoup plus entendu parler de Johan Cruyff. Voilà, c'est sur ces belles notes que je termine cet épisode numéro 5, l'un des plus beaux épisodes sûrement de ma série. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 6. Ciao!